Alors, ce que je voulais partager avec vous, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est de nouvelles informations que j'ai trouvées concernant Coris Bank. Et en fait, ces informations sont contenues dans un document que j'ai trouvé sur le site de Coris Holding. Et en fait, c'est un rapport d'activité annuel de la holding même, de Coris Bank Holding. Donc, ici, vous pouvez voir en fait un organigramme qui montre les participations que détient la holding elle-même. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est Coris Holding et Coris Burkina Faso. Et je ne sais pas si vous le saviez en fait, mais en fait, disons que Coris Burkina Faso, c'est la filiale principale de Coris Holding. Et en fait, chaque fois qu'ils veulent lancer une nouvelle filiale dans un pays, qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est... Il y a quelqu'un qui veut rejoindre. Ok. Monsieur Koulibaly, comment vous allez? Et donc, je parlais des filiales de Coris Holding. Et donc, en fait, chaque fois que Coris Holding, justement, veut créer une filiale dans un pays, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, cette filiale est d'abord une succursale de Coris Bank Burkina Faso. Donc, tout le chiffre d'affaires qui est réalisé par cette succursale-là dans un pays, je peux dire la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est d'abord au départ une succursale de Coris Burkina Faso. Donc, tout le chiffre d'affaires qui est fait en Côte d'Ivoire par cette succursale est compté comme faisant partie du chiffre d'affaires de Coris Burkina Faso. Maintenant, quand la succursale en question, celle de la Côte d'Ivoire, par exemple, atteint une certaine taille, elle devient maintenant une filiale, en fait. Donc, une entreprise à part entière avec posséder une entité juridique différente de Coris Burkina Faso. Donc, voilà, en fait, comment ils ont l'habitude de créer les filiales dans divers pays. Et la dernière filiale qu'ils sont en train de créer, c'est la filiale du Niger. En fait, ce document, c'est le rapport, là vous pouvez lire, c'est le rapport annuel de 2020. Donc, ce n'est plus sûr, je suis même très sûr en fait que l'entité qui est au Niger, ce n'est plus une succursale, mais déjà en fait une filiale à part entière. Donc, ça, c'est la première information, le premier sous-point que je voulais partager avec vous concernant Coris Burkina Faso. Et le second point que je voulais partager avec vous, c'est en fait la contribution de Coris Burkina Faso au résultat en fait du groupe et pour pouvoir examiner en fait hum, sa rentabilité vis-à-vis des autres filiales de la holding. Alors, ce que vous voyez ici, c'est des répartitions du PNB par filiale et vous pouvez voir aussi que le Burkina Faso en fait c'est 48%. Ça contribue à 48% du PNB de la holding. Donc, c'est clair que c'est la plus grande filiale de la holding. Et niveau taille, c'est 48% du chiffre d'affaires en fait, de la holding. Et les données sur lesquelles je vais m'attarder sont bien plus loin dans le document. Alors, je vais ajouter vers la fin. OK. Donc, ici, par exemple, ce que vous voyez dans ce tableau, c'est des données fondamentales, on va les appeler sur les années 2019 et 2020. Et ce sur quoi je veux qu'on se concentre ici, en fait, c'est sur ces deux lignes-là, en fait. Ces deux lignes-là. Et particulièrement la première ligne, rentabilité des actifs. Donc, return on assets. Et donc, sûrement, vous savez déjà ce que ça signifie. C'est en fait le retour sur investissement de l'entreprise, on va dire ça grossièrement comme ça, mais en considérant en fait tous les actifs qui ont été mis en jeu par l'entreprise. Donc, les actifs en l'occurrence ici, ce n'est pas seulement les fonds propres de l'entreprise, mais c'est aussi tous les capitaux qui ont été levés, donc qui ont été empruntés à d'autres banques, à Coris Holding, à d'autres filiales internes à la holding ou à toute autre entité. Bref, qui n'est quand même pas Coris Burkina Faso elle-même. Donc, en fait, tous les actifs, aussi bien les fonds propres que les fonds empruntés. Et donc, c'est cette première ligne-là qui va le plus nous intéresser. Et vous pouvez lire ici, en fait, que en 2019, ce, ce ratio-là était de 2,3%. Et en 2020, il était de 2,2%.
Donc 2,3 à 2,2. Je veux qu'on garde ces chiffres en tête et qu'on aille les comparer en fait à ce même ratio, mais pour les autres filiales du groupe. Pour se faire une idée de, en fait, dans le groupe, quelle est la filiale qui est la plus rentable. Donc, tout ça évidemment pour conforter ma thèse selon laquelle Coris Bank Burkina Faso, c'est pour moi, hein, mon avis personnel, la meilleure opportunité sur la BRM actuellement. Alors, donc 2,3, 2,2. Ça, c'était en 2019-2020 et ça, c'est Coris Burkina Faso. Et nous allons voir ces chiffres pour, peut-être en faisant comme ça, je peux aller rapidement. Coris, j'espère que vous voyez là, Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire. Alors, laissez-moi voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut rejoindre en temps. Non? Ok, ça va. Ok, alors, je reviens ici. Et voilà. Donc, Coris Banque Internationale, je vais dire CBI. CBICI. Alors, le ratio en question qui nous intéresse, il est là. Et vous pouvez voir qu'en 2019, il était de 3,1, extraordinaire, mais qu'en 2020, il y a une grave correction, c'est venu à 2%. Donc, l'information la plus récente qu'on a actuellement, si on compare Coris, CBI, Burkina Faso et CBI Côte d'Ivoire, c'est CBI Burkina Faso qui est la plus rentable. Donc, on continue. Je vais laisser là pour aller plus rapidement. Alors, CBI Mali, et on voit le même ratio en 2020, c'était de 1,1%. Donc, CBI Burkina Faso est toujours la plus rentable. Alors, on continue. CBI Sénégal et le ratio, c'est de 1,8. Donc, CBI Burkina Faso est toujours la plus rentable avec 2,2%. La dernière information qu'on a. CBI Togo, on voit le ratio, c'est de 1%. CBI Burkina Faso est toujours en tête avec 2,2%. Et là, non, ça c'est la filiale Mesofinance. Ok, donc voilà, on a fait le tour en fait. Donc clairement, en faisant le tour des filiales bancaires, hein, sur le segment de la microfinance bancaire ou bien sur le segment de la finance islamique, donc bancaire traditionnel. Donc sur le segment bancaire traditionnel, en fait, Coris Bank est non seulement la plus grande en termes de participation au chiffre d'affaires de Coris Holding, le groupe, mais aussi la plus rentable, clairement. Et Rich Boussa a même fait un article récemment, je ne sais pas si je peux le retrouver rapidement. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Alors, il a fait un article où il était en train de comparer en fait la rentabilité de Coris Bank Burkina Faso à la rentabilité de Coris, non pas Coris Bank, Société Générale de la Côte d'Ivoire. Et les chiffres étaient clairs. Je vais aller sur la page d'accueil. Ouais. Alors, l'article, je dois pouvoir le retrouver. Oh, il a déjà fait autant d'articles. Okay. Mais je dois pouvoir le retrouver sur le forum. Et pour aller sur le forum, en fait, c'est là et là. Et performance, voilà. Et voilà. Donc, je peux cliquer ici pour voir tout le contenu. Donc, de ce qu'on a parcouru en fait dans ce document, on voit déjà que Coris Bank, c'est la plus rentable de tout Coris Holding. Et même, alors là, il y a quelqu'un. Là. Donc, on a vu clairement que Coris Burkina Faso, en fait, c'est la plus rentable de tout Coris Holding. Et cet article, il nous a été fourni par Rich Push, bien confirmé en fait que, même en comparant la rentabilité de Coris Burkina Faso à Société Générale, que en fait, Coris Burkina Faso a une rentabilité en ratio de marge nette de 52,5%, qui est de loin supérieur à la rentabilité du marge nette de Société Générale Côte d'Ivoire, qui est de 30,4%. Donc, en fait, dans le secteur bancaire, plus une banque sera grande, plus elle est grande, plus sa rentabilité est grande. Donc, généralement, les plus grandes banques dans un pays ont tendance à avoir les meilleures rentabilités. En Côte d'Ivoire, clairement, Société Générale est leader et
ça ne m'étonnerait pas en fait qu'en Côte d'Ivoire, sur le secteur bancaire traditionnel de la Côte d'Ivoire, que Société Générale ait en fait la meilleure rentabilité aussi. Donc, cette 30,4%, je dirais, je n'ai pas consulté. Alors, pour NCA, EcoBank et ainsi de suite. Mais il y a fort à parier que ce soit la meilleure rentabilité en fait de tout le secteur bancaire ivoirien. Et donc, là, déjà, avec ça, vous voyez que Coris Bank a surpassé cette rentabilité-là. Donc, une fois encore, c'est un très bon signe, un très bon signal pour Coris. Il y a quelqu'un qui a rejoint encore. OK. Donc, une fois encore, c'est un très bon signal pour Coris Burkina Faso. Alors, on était là. Et alors, il y a une comparaison qu'il a fait aussi. Voilà, c'est ça là. Avec, je vais le mettre en vert, avec BOA Burkina Faso. Et on voit que même le ratio sur image net de BOA Burkina Faso est supérieur encore au ratio sur image net de Société Générale. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si le secteur bancaire au Burkina Faso était plus rentable, plus lucratif que le secteur bancaire traditionnel ivoirien. Alors, donc ça, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous concernant Coris Bank. Alors, ouais, ouais, concernant Coris Bank, oui. Alors, le second point que j'avais prévu d'aborder, c'est NAS Holding et le troisième point, le projet ALP. Mais bon, étant donné qu'on est déjà à la fin du premier point, dites-moi si vous avez des questions avant qu'on continue un peu loin. Je vous rappelle que tous vos micros sont coupés actuellement, donc si vous voulez parler, vous aurez à activer votre microphone. Allô, on ne vous entend plus? Ouais, j'attendais en fait vos questions Ah, ok, c'est le stade des questions. Ah, ok, ok. avant de continuer avec les deux autres points. Bon, j'étais en train de. Vous avez dit que Coris est performant, c'est ça? Ouais, Parce très. que je n'ai pas suivi tout. Mais on a remarqué que Coris a des problèmes avec, comment on appelle ça, son niveau de rendement des dividendes là. Oui, Hein? ça Il y a des c'est. bons fondamentaux, mais voilà, quand ils doivent payer, ben, vraiment, ça ne suit pas. Ouais. Est-ce que l'action ne risque pas d'être sanctionnée? Et en fait, elle est déjà sanctionnée justement par les investisseurs sur la BRVM. En fait, ce qui se passe, c'est une décision volontaire que l'entreprise a prise en fait de payer aussi peu de dividendes. Alors, je vais peut-être ouvrir la page sur Sika Finance. Donc, en fait, c'est une décision euh, volontaire que le management de Coris Bank Burkina Faso a prise de payer aussi peu de dividendes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Coris Burkina Faso. Ok, c'est là. Ok. Ok. Donc voilà, sur un bénéfice net par action de 1400, il paye 448. Ouais, d'accord. Donc, et en fait, ça fait, comparé au coût de l'action, on est autour de quoi? De 4%, 5% de rentabilité en dividende. Donc, ouais, c'est parmi les pires hein, sur le marché de la BRVM. Donc, donc, quand on considère en fait seulement celles qui paient des dividendes, parce qu'il y a des entreprises qui ne payent pas des dividendes, ça c'est notre débat. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, c'est une décision volontaire que le management a une décision prise. Pourquoi? En fait, une entreprise, quand elle a fait son bénéfice, il y a plusieurs moyens en fait, d'exploiter le nouveau capital généré. Donc, un, un moyen d'utiliser ce capital-là, c'est quoi? C'est de le réinvestir dans l'entreprise. Et généralement, l'entreprise fait ça si elle a de bonnes perspectives, si elle croit qu'elle peut gagner davantage de parts de marché. Si elle fait ça uniquement si elle croit qu'elle peut réinvestir et faire une bonne rentabilité sur ce nouveau capital-là qui a été généré en fait. Donc ça, c'est une première alternative. Et cette alternative est très encourageante pour nous.
Telle entreprise fait ça parce que ça veut dire que l'entreprise va croître davantage. Et ça veut dire évidemment que le management de l'entreprise est très optimiste concernant le futur, les perspectives de l'entreprise. Donc ça, c'est une première alternative. L'autre alternative, c'est le management ne croit pas qu'elle pourra faire travailler ce nouveau capital-là et générer une bonne rentabilité dessus. Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas? Elle va décider tout simplement de distribuer ce nouveau capital généré aux actionnaires, donc sous forme de dividendes. Et c'est là que Coris Bank est méchante, parce qu'elle ne fait pas ça justement. En fait, parce qu'elle se trouve tout simplement dans le premier cas, où elle croit qu'elle peut réinvestir ce capital-là et avoir une meilleure rentabilité dessus que si elle partageait tout simplement aux actionnaires. Donc, en fait, pour nous, c'est une très bonne nouvelle que Coris Bank fasse ça, parce que, en fait, ça confirme tout simplement le fait qu'on est classé Coris Bank dans la catégorie des fast growers. Et c'est, comment dire, à brûle pour point la stratégie de Warren Buffett. Warren Buffett déteste en fait littéralement les entreprises qui partagent des dividendes, parce que ça veut tout simplement dire que le management ne voit pas de la possibilité d'investir le nouveau capital qui a été généré et de faire une rentabilité dessus. En fait, c'est comme si l'entreprise était déjà saturée, ne pouvait pas gagner davantage de parts de marché. Et évidemment, nous ne voulons pas rester investir sur de telles entreprises qui n'ont pas de bonnes perspectives concernant le futur, à moyen ou à long terme de l'entreprise. Donc, en fait, en soi, ce n'est pas du tout un point négatif, c'est une décision volontaire prise par le management même de l'entreprise. Alors, bon, là, je crois qu'on va continuer avec le second point. Et, Est-ce qu'on, excusez-moi, est-ce qu'on ouais, a une idée de combien de temps ça va durer, cette avant, politique-là? avant qu'il ne commence à distribuer des dividendes. Alors, je crois que ça va se faire naturellement. Le management va commencer par distribuer des dividendes dès qu'ils vont sentir en fait qu'ils ne peuvent plus réinvestir les nouveaux capitaux, excusez-moi, générés de manière rentable pour les investisseurs. Donc, en fait, c'est dans combien de temps ça va se passer, nous on ne sait pas. De toute évidence, le management a une vision plus claire des perspectives de l'entreprise que nous, actionnaires. Ça aurait été formidable si nous, on pouvait voir le même futur pour l'entreprise que le management. Mais malheureusement, on ne peut pas. Et donc, pour nous, un signe de savoir comment le management perçoit les perspectives de l'entreprise, c'est justement leur politique de distribution de dividendes. Donc, dans combien de temps ça va se faire? Moi, je ne sais pas en tant qu'actionnaire, mais ce que je sais, c'est que dès que ça va se faire, dès qu'ils vont commencer par distribuer des dividendes conséquents, en fait, ça veut dire qu'on est à la fin du growth, qu'on est à la fin de la période de croissance de l'entreprise et que le management ne pense pas en fait pouvoir générer une meilleure rentabilité sur les nouveaux capitaux générés. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, le second point que je vais aborder, c'est l'introduction, l'IPO de Nasiwa Holding. Alors, dans un bruit, c'est quelqu'un qui voulait rejoindre, non? Bon, il y a quelqu'un qui a levé la main, Daniel, quelque chose, depuis un moment. Bon, Euh, Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, au fait, je voulais aussi ajouter le fait que Coris, c'est une banque, au fait. Ouais, Et parfois, souvent les banques sont obligées de détenir un montant de, de, de capitaux propres ouais, qui leur permet de provisionner comment l'appelle-t-on, les crédits en souffrance, c'est-à-dire le risque de contrepartie. oui, Donc, de provisionner sur les fonds propres. Du coup, parfois, quand la taille du bilan de la banque augmente, les banques sont obligées parfois de retenir un peu de capital propre pour pouvoir faire face à un avenir incertain. Donc, ce qui fait que parfois, et vous allez remarquer qu'il y a certaines banques là, ils distribuaient bien des dividendes, mais arrivé un moment, ils commencent pas à couper un peu le robinet pour pouvoir quand même se mettre à l'abri de tout ce qui est défaut de paiement et tout ça. oui, c'est tout à fait vrai. Et ça s'est d'autant plus passé dans la période de la COVID, où en fait,
la BCEAO a exigé en fait des réserves plus conséquentes de la part des banques. Parce que de toute évidence, le secteur bancaire a une importance systémique dans notre économie. Si les banques arrivaient à tomber, en fait, c'est tout le système économique qui s'effondrerait. Et donc, dans la période de la COVID, la BCEAO a en fait obligé les banques à détenir des réserves, c'est des réserves qu'ils appellent ça, plus conséquentes pour pouvoir enfin, supporter le choc économique que représentait la COVID. Mais dans le cas de Coris Bank, ce n'est pas tant pour avoir des réserves suffisantes que pour en fait soutenir leur croissance. Parce que des réserves suffisantes, oui, ça, ils en ont. Vous pouvez voir dans leur état financier que le niveau de réserve, en fait, ils ont, ouais, dans le rapport annuel, vous pouvez même voir, ils calculent déjà le ratio de réserve. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bref, ils vous calculent le ratio et vous montrent en fait qu'ils sont bien au-delà de ce qui est exigé par la BCEAO. Donc, oui, ça, c'est une autre contrainte qu'ils ont effectivement, les réserves. Alors, et donc, je crois qu'on va passer au second point. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'oubliez pas, vos micros sont coupés, donc peut-être que vous parlez, mais je ne vous entends pas encore. Bon, enfin, ce qu'on doit retenir, c'est-à-dire que est-ce que vous nous dites qu'on peut aller encore sur Coris, c'est bien ça qu'on Clairement, peut ouais, retenir? clairement. Moi, personnellement, je continue d'acheter des actions de Coris Bank. Je n'ai jamais cessé d'acheter ces actions-là, en fait. À n'importe quel niveau? Là, vous pouvez voir, le pair est à 5,97. Attends, je vais même revenir sur le coût. Alors là, moi, j'ai commencé par payer à 9 500. Et vous pouvez voir que là, en fait, c'est à 8 600 et je continue d'acheter. Donc, j'achetais depuis 9 500, c'était en train de baisser, j'ai continué d'acheter jusqu'à ce niveau-là. Et là, au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, je continue en fait encore d'acheter, de mettre des ordres pour acheter davantage de Coris Bank. Pour moi, c'est clairement la meilleure opportunité qu'il y a sur la BRV actuellement. Bon, maintenant, ça, c'est mon avis personnel et ce n'est pas un conseil d'investissement, hein. Je ne dis pas que je ne suis pas Warren Buffett. On est d'accord. Donc, ce n'est que mon avis. Oui, peut-être en termes de croissance, mais en termes de rémunération, vraiment, c'est pas ça, hein? Ouais, c'est en fait les dividendes, c'est comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas en train d'investir en fait pour le prochain dividende ou bien pour le dividende qui va suivre le prochain dividende. Coris Bank, c'est sur un horizon de, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, en fait, de 5 ans minimum. Je ne compte pas remonter par exemple mes actions sur Coris Bank avant 5 ans parce que je crois que dans ces 5 ans-là, l'entreprise aura fait un growth, une croissance phénoménale et va se retrouver justement à un résultat juste incroyable. Et même en maintenant en fait ce pair-là, le ratio pair que je vous ai montré ici, même en maintenant ce pair-là, ce multiple-là, on va se retrouver à un coût qui sera bien au-dessus des 8 695, mais très loin. Évidemment, à ce niveau-là, justement, l'entreprise aura déjà commencé par distribuer des dividendes parce que la croissance sera finie. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au second point. N'hésitez pas à prendre la parole. Ok, donc je crois qu'on va passer au second point. Et ça concerne en fait l'introduction en bourse de NAS Ivoire Holding. Et ce que je voulais partager avec vous ici, en fait, c'est de faire une valorisation rapide de cette entreprise-là, suivant le cours qui nous a été annoncé. Et je vais me servir en fait de ce tableau-là et, et de ce document-là. Alors, je ne sais plus à quelle page je vais retrouver l'information. Voilà, c'est là. OK. Donc, voilà. Donc, NAS Ivoire, en fait, moi, je ne savais même pas. C'est Mendis, en fait. Donc, c'est un très grand groupe, en fait. Le leader, même, en fait,
en ce qui concerne les opérations, le leader mondial en ce qui concerne les opérations de manutention au sol dans les aéroports, de fret, d'accueil et d'assistance aux passagers. Donc, on fait une évaluation rapide de la capitalisation de l'entreprise, mais disons sa valeur intrinsèque. Nous allons voir ici, en fait, le flottant et la bière VM, ce sera de, après l'opération, vous pouvez voir ici, le flottant, ce sera de 35%. Le flottant, ce sera de 35%. Et ces 35%, en fait, c'est ce nombre d'actions-là. Et le prix auquel ça va coter à la IPO, c'est de 2100 francs. 2100 francs. Ouais. OK. Donc, je vais ouvrir la calculatrice de Google. Et nous allons calculer les 2100 francs fois ça, le nombre d'actions, pour voir le montant qui est flottant, si on peut dire ça comme ça. Utiliser ce taux-là pour arriver maintenant à une valorisation boursière de l'entreprise. Et maintenant, donc, comparer cette valorisation boursière au dernier résultat que nous avons pour l'entreprise. Alors, donc, la calculatrice est prête. Donc, nous allons faire 2100 fois 10 62 500. 2100 fois 10 62 500. Je ne me suis pas trompé. Non. Et le résultat, c'est ça. Donc, évidemment, c'est un truc en milliards. Je laisse ça, je laisse ça, je laisse ça. Ça fait 21 milliards. 21 milliards, 131 millions et poussière. Donc, 21 milliards que nous allons comparer en fait maintenant. Donc, ça, c'est la valorisation flottante. On va dire ça comme ça, la valorisation flottante de l'entreprise. Et nous allons utiliser les 35% pour arriver à la valorisation entière de l'entreprise. Donc, ça, en fait, ça représente 35% de l'entreprise. Donc, nous allons faire fois 100 divisé par 35 pour arriver à la valorisation entière de l'entreprise. Et je laisse ça, je laisse ça, je laisse ça. Ça fait 60 milliards. 60 milliards 375 millions. Alors, donc, nous allons comparer ça à ça. On peut comparer ça à ça ou bien à ça. Mais honnêtement, en fait, ça et ça dont je parle, en fait, c'est cette ligne-là, le résultat net de l'entreprise, le bénéfice de l'entreprise. En fait, ce que nous sommes en train de calculer là, c'est littéralement le père de l'entreprise. Donc, si nous divisons la valorisation boursière par le résultat net de toute l'entreprise, nous arrivons au père de l'action. Donc, je vais utiliser le résultat sur 2022. Bien sûr, il n'est pas encore disponible, mais nous avons un résultat estimé là. Et je préfère l'utiliser lui que d'utiliser celui de 2021 parce qu'en 2020-2021, l'entreprise était encore sous le choc de la COVID. Donc, je ne veux pas, ce serait un scénario assez pessimiste en fait d'utiliser ces données-là. Donc, je préfère utiliser ça. Et là, on sera dans un scénario assez, pas pessimiste, mais pas très optimiste non plus. Nous allons quand même utiliser ça. Donc, un scénario qui n'est pas très pessimiste. Et nous allons quand même nous rendre compte que, bon, bref, faisons le calcul d'abord. Donc, là, c'est le tableau. Les choses sont en milliards. Donc, là, c'est 6 milliards. 6,846 milliards. Et là, on est à 60 milliards. Donc, je vais faire diviser par 1 milliard ici pour avoir des montants assez petits. Là, c'est du million. 1, 2, 3. 2, 3. Là, c'est du milliard. Voilà, OK. Donc, je vais diviser maintenant par... Alors, là, 6,846. 6,846. Voilà. Et ça. Et donc, ce que nous calculons là, c'est le pair parce que nous avons fait la valorisation boursière divisée par le résultat net et nous arrivons au pair. Donc, nous avons un pair en fait de 8,81%. Je dis 8,82 même. Alors, 8,80, pas pour cent, excusez-moi, 8,82. Alors, un pair de 8,82, c'est, dans tous les cas, c'est pas une entreprise sous-cotée. Donc, à l'IPO, c'est plutôt fair. Pour utiliser un terme anglais, c'est plutôt juste. Donc, déjà,
premier constat, l'entreprise n'est pas en pleine croissance pour voir le résultat là. En fait, en 2022, on se retrouve en fait au niveau où on était en 2019. Donc, ce n'est pas un growth, ce n'est pas un fast grower, clairement. Et en fait, il y a un turnaround parce que l'entreprise vient juste de récupérer de son choc de la COVID. Et un turnaround à 8,82 de paire, moi, je trouve que c'est juste beaucoup trop, en fait. Ouais, littéralement, c'est beaucoup trop. S'il faut investir sur un turnaround, je préfère encore NCA Bank qui coûte à un paire de 4 et quelques, je crois 4,75. Donc, NCA Bank, pour un turnaround, est déjà de loin profitable comparé à NAS Ivoire Holding à ce coût-là, au coût de 2100. Donc, ça, c'est le deuxième point que je voulais partager avec vous. Mon avis sur cet IPO-là, et c'est clairement un non. Moi, je n'investirai pas sur cette entreprise-là à ce prix-là, à 2100. Donc, une fois encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous avez justement, vous voulez partager votre avis aussi, c'est clair, n'hésitez pas. Bon, est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres ratios pour faire des comparaisons globales? Oui, bien sûr. En fait, tout dépend de la catégorie dans laquelle vous classez cette entreprise-là, NAS et War Holding. Moi, je l'ai pris d'un point de vue d'un turnaround parce que pour moi, c'est clairement ce que c'est. Maintenant, si quelqu'un d'autre voit ça du point de vue d'un fast grower, bien sûr, la personne va utiliser d'autres ratios ou bien du point de vue d'un cyclical, d'autres ratios, ouais, clairement. Mais moi, je crois que c'est un turnaround et avec le pair qu'on a calculé, je ne crois pas que ce soit un si bon deal. Oui, oui, c'est sûr. Ça dit pour le moment, bon, on sait que les résultats ne sont pas trop, trop bons, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est lié aussi aux différentes crises? Et lorsque les crises passeront, bon, peut-être que l'entreprise peut retrouver son niveau. Oui, c'est sûr. Déjà en 2022, on voit que le résultat est presque même supérieur à celui de 2019 déjà. Donc l'entreprise en fait a déjà retrouvé sa santé. La question c'est est-ce que dans les années à venir, l'entreprise va faire plus, va aller dans les peut-être 10 milliards de résultats nets? Ça, on ne sait pas. Donc en bourse, clairement, nous ne voulons pas parier sur des avenirs incertains. Nous préférons rester dans des zones où on peut voir sur le court terme ou sur le moyen, et sur le moyen terme ou sur le long terme. D'accord. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai pas pris, enfin, j'ai pas souscrit à beaucoup. J'ai juste pris 30 pour le moment, pour voir un peu comment ça se passe. OK. Bon, bien sûr, à l'IPO, il y a des choses folles qui peuvent se passer, hein. On a vu avec BOA Mali ici, des cours faits fois quoi? Fois 3, fois 6 à l'IPO. Donc, ouais, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. La question, c'est de savoir à quel moment sortir, en fait. Donc, c'est plutôt une mentalité de trader, en fait. Si vous voulez gagner gros sur son investissement à l'IPO. Alors, si quelqu'un veut partager son avis, il n'hésite pas. Bien des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, Ce que vous avez dit c'est un constat réel. Donc, peut-être maintenant, c'est quel conseil on peut donner? Est-ce que ceux qui sont des grands risqueurs vont aller sur le marché primaire? Ceux qui sont plus prudents attendent le marché secondaire? Bon, je crois que c'est un peu ça maintenant que les gens veulent savoir. ouais, évidemment, tout dépend en fait du profil de l'investisseur. S'il aime jouer des jeux risqués, bien sûr, la IPO, c'est pour lui. Et s'il investit sur le long terme, clairement, il faut attendre le marché secondaire. Alors, je vois qu'il y a M. Burton qui nous a rejoint. Comment vous allez? Votre micro est coupé, voilà. Oui, je vais bien. Merci beaucoup et bonsoir à la communauté. Bonsoir. Bonsoir.
Ok. J'ai vu, il y a M. Daniel qui voulait prendre la parole. Oui, bon, je voulais dire que c'est très intéressant ce que vous faites et vraiment c'est appréciable parce que c'est louable même parce que bon déjà sur le marché la plupart des gens qui parlent, par exemple, moi je vous ai rencontré sur YouTube et je pense que vous avez répondu à un de mes commentaires et sur une chaîne quelqu'un qui discréditait carrément la BRVM. Et je suis venu répondre dans un commentaire. Vous avez répondu à mon commentaire et je vous ai commencé par vous suivre et je suis venu finalement ici. Et c'est quand même, j'apprends encore de nouvelles choses à chaque fois que je découvre des vidéos, des gens qui parlent de la bourse et tout ça. Mm. Maintenant, concernant aussi la méthode de valorisation comment l'appelle-t-on, de Nas Iwar, je pense que il faudrait peut-être aller un peu dans l'histoire, peut-être aller peut-être 12 ans en arrière, pourquoi pas, pour voir quelles sont les périodes de gloire de la société et quels sont les projets qu'ils ont eus ou bien comment ils projettent leur activité d'ici les années à venir. Et puis, ceux qui préparent, par exemple, les introductions en bourse aussi, parfois, ils utilisent des méthodes de valorisation que pas que nous ne maîtrisons pas, mais que nous ne pratiquons pas au quotidien. Mm. C'est les DCF, Oui. les comparables et tout ça. Donc, qui fait que vraiment, parfois, parfois, eux, ils voient les cash flows futurs de la société et qu'ils actualisent pour pouvoir formuler un prix à l'introduction. Donc, ce qui fait que parfois, lorsque ce prix-là est donné, nous, bon, souvent, on prend juste le pair de l'année passée, de cette année, ou bien, et on voit que, bon, c'est pas trop ça. Mais moi, je pense que Nas y voit quand même, euh, pour cette année où le coût du fret, c'est ça un peu, c'est quand même, ça a un peu été élevé dans plusieurs zones. Je pense il réalise quand même un bon résultat. Je trouve quand même, c'est pas mal. Ok. En fait, la vidéo dont vous parlez, je ne m'appelle même plus de son nom. C'est Sally ou quelque chose. C'est bien lui, non? Ouais, je crois que ça doit être quelqu'un comme ça. Voilà. Moi, c'était juste incroyable. Quand j'ai regardé la vidéo, en fait, le monsieur, il venait juste de découvrir la BRVM et il ne savait pas vraiment les tenants et les aboutissants du marché. Et il s'est permis, en fait, de critiquer la bourse dans tous ses recoins. Je sais pas. Bon, bref. Et je voulais pas non plus, en fait, partager la vidéo avec vous dans le groupe ou bien sur la communauté WhatsApp parce que, en fait, ça lui aurait donné beaucoup de visibilité, en fait. Donc, YouTube ne sait pas distinguer le bad buzz du good buzz. Donc, il aurait eu plus de vues et la vidéo aurait été vue par des débutants qui ne maîtrisaient rien et qui auraient été, comment dire, euh, floués en fait par son avis. Je voulais éviter ça en fait. C'est pourquoi je n'ai pas partagé la vidéo avec vous. Donc, oui. Donc, ouais, pour revenir à votre opinion sur la valorisation de Nassivoire, clairement, sur les gens de la BRVM et en fait, le chef de file même qui accompagne l'opération a dû, ils ont leur méthode pour évaluer l'entreprise qui est de toute évidence différente des méthodes que nous utilisons. Et ces gens-là voient en fait plus clair dans l'entreprise que nous ne verrons jamais plus clair dans cette entreprise-là. Et clairement, en fait, en tant qu'actionnaire, il y a une chose importante qu'il faut accepter, c'est que on ne va jamais arriver à un point où nous allons disposer en fait de toutes les informations possibles sur une entreprise. Nos choix seront toujours basés sur des informations incomplètes. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. Et il faut pouvoir aussi accepter le genre de conclusion auquel on peut arriver, hein, étant donné les informations qu'on a. Donc, alors, ce n'est pas pour dire que la valorisation faite par le chef de file ou bien les autres, c'est, comment dire, il ne faut pas en tenir compte. Il faut en tenir compte, mais ça ne doit pas avoir plus de poids que la valorisation que vous avez évaluée, que vous avez faite vous-même, clairement. Et je ne sais pas, mais je constate que de manière historique, la BRVM a tendance à faire des IPO avec des paires aux alentours de entre 7 et 9.
Je ne sais pas si c'est juste un truc, en anglais on dit rule of thumb, je ne sais pas comment on dit en français, une règle générale voilà, que j'utilise comme ça pour fixer le coût à l'IPO, je ne sais pas. Mais moi, je ne ferai pas très confiance à la valorisation au coût qu'il fixe à l'IPO. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son avis? Poser une question? Avant qu'on aborde le troisième point, en fait, et le dernier, le projet HELP. Et là, ce point, ce n'est pas un avis que je veux partager, en fait, c'est vos avis que je veux avoir, en fait. Est-ce que quelqu'un est dans une SCI qui a déjà la possibilité, en fait, d'exploiter cette intégration-là? Donc, est-ce que quelqu'un est dans une SCI qui lui permet déjà, en fait, d'investir sur la bourse de l'Afrique du Sud, par exemple? Si oui, est-ce que la personne a déjà essayé et comment ça s'est passé? Bon, en fait, je me permets de prendre la parole. Bonsoir à tous, comme je l'ai dit. Bon, moi, malheureusement, ma SGI n'est pas sur la liste parce que il y a eu une première liste de SGI de la BFM qui peuvent en fait permettre à leurs investisseurs d'investir. Je pense qu'il y a Coris Bank, je sais plus, trois ou quatre. Ma SGI n'en fait pas partie. C'est clair que le projet ALEP, il a salué parce que sur le plan macroéconomique, ça permettra en fait aux différentes entreprises là, qui vont être sur les différentes bourses, de pouvoir engranger un peu plus de revenus. Mais moi, qui suis, je veux dire, peut-être semi-débutant à la BFM, j'ai un peu peur parce que on connaît un peu notre mentalité de francophone par rapport à la prise de risque. Et entendre que, bon, voilà, le Ghana, soit le Nigeria et l'Afrique du Sud, on sait que ce sont nos frères anglo-saxons, pas pour discriminer, mais ils sont un peu plus agressifs que nous. Donc, je me dis, bon, OK, c'est bien, macroéconomiquement parlant pour les entreprises, c'est peut-être bien aussi pour quelques-uns qui voudraient s'aventurer sur ces bourses-là, de le faire. Mais moi, personnellement, je me dis que déjà, les 46 actions qui sont à la BFM, je ne peux pas avoir tout et c'est même pas conseillé d'en avoir tout. J'ai déjà un peu du mal à dénicher les meilleurs. Je pense que c'est le challenge que tous on a de pouvoir, en fait, en fonction des profils qu'on pourrait avoir, long-termisme, moi, bon, je ne vais pas faire le coup, on sait à peu près. Donc, j'ai déjà du mal, en fait, à challenger. Donc, si ma SGI même rentre heureusement dans cette liste-là, je pense, pour ma part, que je vais me donner quand même un semestre au moins, faire des simulations. C'est-à-dire que moi, ma stratégie, ça sera peut-être, je me dis, ah, je vais sur la bourse de Johannesburg, je choisis deux sociétés là que j'observe, je fais de façon fictive là, je prends la société pour tel nombre de choses sur peut-être un mois, un trimestre, un semestre, quelle serait en fonction de l'évolution. Donc après, moi, c'est comme je dis, c'est personnel, ça sera un peu ma stratégie. Mais j'ai un peu cette crainte-là, que nos frères anglo-saxons ne viennent et voilà. Bon, après, je sais pas. OK. C'est un peu mon apport, en fait. Voilà, merci. Il y a Daniel qui a levé la main. Oui, au fait, bon, moi, mon souci concerne plutôt les devises. C'est-à-dire que lorsque on va vouloir investir, par exemple, sur la bourse sur le Ghana Stock Exchange, par exemple, et que il faudra peut-être convertir votre monnaie dans une monnaie en Syrie, par exemple, et que voilà que le Syrie est en train de perdre de la valeur actuellement, lorsqu'il faudra récupérer maintenant votre dû, c'est-à-dire votre dividende ou bien votre plus-value que vous avez réalisé. Maintenant, pour le ramener maintenant en francs CFA, d'abord, il y a les frais de conversion. Peut-être, je ne sais pas comment les SGI vont gérer ça. Ça, c'est je ne sais pas trop. Si vous avez des informations, vous pouvez nous donner. Et aussi, concernant le taux de change, c'est aussi un autre souci. Et maintenant, comment on va gérer toutes ces choses-là? Est-ce que la BRVM va créer peut-être des instruments comme comment l'appelle-t-on? Des dérivés sur la couverture de taux ou bien je sais pas comment c'est bon si vous avez des réponses à nous donner. Voilà. Oui, bon, moi je pense que, je crois que c'est l'ASEA ou bien quoi, ils ont quand même répondu à pas mal de vos préoccupations. Hein. Les bourses seront intégrées hein, sous forme de parrainage.
c'est-à-dire il n'y aura pas trop d'échanges de capitaux, entre guillemets, qui tiennent compte des fluctuations. Ils vont faire de telle sorte que, comment dirais-je, ceux qui sont, enfin, si vous êtes à Abidjan, que vous prenez sur Johannesburg, vous avez un parrain là-bas qui gère ça pour vous, et puis ainsi de suite. Bon, il y a quelque chose comme ça qu'ils ont dit. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question de M. Sourou, là, à part, comment on appelle ça, BOA, BOA, bon, je ne sais pas, puis Coris, comment on appelle ça, la Générale n'a pas de plateforme. La Générale n'a pas de plateforme. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai un compte titre à la Générale, mais jusque-là, je ne sais pas comment. Enfin, il n'y a pas de plateforme. Donc, on ne peut pas répondre à votre préoccupation. Peut-être s'il y a quelqu'un qui a BOA ou à Coris, bon, peut-être qu'ils pourront répondre à la question et savoir comment ça se passe déjà. Allô? Oui, je vois. Et pour revenir sur le point de Daniel concernant le taux de change avec le CEDI du Ghana, moi je crois que c'est en fait une opération très risquée que d'aller investir sur la bourse du Ghana en particulier. Et la raison, vous l'avez déjà donné en fait, c'est le CEDI qui est ensuite libre. C'est juste effrayant à quel point le monnaie est en train d'être d'évaluer. Je ne sais pas. Oui, et puis le Ghana n'a pas encore rejoint. Ghana et Botswana, ils vont rejoindre un peu plus tard. Ah, ok, ok. Voilà. Le Ghana et le Botswana n'ont pas encore intégré la nouvelle Le plateforme. projet, ok. Dans tous les cas, ce Voilà. serait très risqué s'il rejoignait assez rapidement, d'investir sur la bourse du Ghana là actuellement. Parce que j'ai même vu sur Sika Finance, il y a un article qu'ils ont publié récemment. Et le Ghana, en fait, voulait commencer par utiliser l'or dans ses échanges avec avec les autres pays. Donc, c'est dit que même eux, en fait, ils n'ont pas vraiment confiance en leur monnaie. Donc, si eux n'ont pas confiance, moi, je ne vais pas avoir confiance en leur monnaie pour convertir mon franc CFA en leur CDI et acheter des actions là-bas. C'est une opération clairement risquée. Sinon, le grand problème qu'il peut avoir aussi, c'est plutôt l'accès à l'information. Voilà. Et l'information en anglais, en français, vous voyez un peu. Vous voyez même sur la BFM, les gens. Moi, depuis combien d'années, je n'ai pas vu, comment on appelle ça, SICOR fournir des informations. Vous voyez un peu. Et ils ont dit même que la bourse d'Égypte aussi a quelques soucis en matière d'information, à convertir l'information en anglais ou bien quelque chose comme ça. Bon, c'est surtout ça. Parce que pour investir, il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information en temps réel. Il faut avoir la bonne information. C'est clair que l'information, ça va poser problème. Ça, tout le monde s'y attend déjà. Et en fait, un autre problème qu'on aura encore, en fait, c'est qu'on n'utilise pas tous le même régime comptable. Donc, la manière de présenter les impôts, les taxes et même les résultats dans les états financiers, ce n'est pas cette même manière-là que les entreprises de la bourse de Johannesburg vont adopter. Et donc, quand une entreprise va dire qu'elle a fait un résultat de tel montant, ce ne sera pas nécessairement à voir du point de vue auquel nous on était habitués avec le système, c'est comment ça s'appelle, le Cisco ADA. Donc, c'est pas évident que là-bas, en Afrique, ils utilisent le Cisco ADA. Et donc, je crois que ce point aussi va poser problème. Il y a une certaine manque d'homogénéité, en fait, du régime comptable utilisé sur le continent. Alors, Ok. Dans tous les cas, je crois qu'on aura un peu plus d'informations en décembre. Je crois qu'ils font le lancement en décembre. Voilà. On aura un peu plus d'informations. je crois que c'était déjà lancé le 18 novembre en question. Non, c'est le lancement officiel. Ok. En décembre, voilà. Ça dit que c'est vrai que ça a commencé, mais de façon officielle, voilà. Ça sera fait en décembre. Ok.
Ok, donc je crois qu'on a fait le tour des points que je voulais aborder. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter quelque chose, un avis, ce serait intéressant. Déjà, est-ce que vous avez trouvé cette Oui, réunion bon. intéressante? Oui, oui, la réunion est intéressante. Bon, les avis sont partagés, c'est bien déjà. Mais ce qu'il faut dire, hein, ça c'est mon avis personnel, en matière d'investissement en bourse, il faut vraiment se former, hein. Voilà, il faut se former, il ne faut pas avoir peur d'apprendre, hein. Si vous voulez être tranchant comme nos frères anglophones, ben, il faut s'informer. Il faut se former. C'est vraiment important, hein. Voilà. C'est ce que je voulais dire, quoi. Ouais, vous avez totalement raison. Il y a Daniel qui a mis un commentaire qu'il a trouvé que c'était intéressant. Ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Nicaise aussi. Ok. Donc, je crois que le samedi prochain, qu'on va essayer de faire une nouvelle réunion comme ça, juste pour partager de nouvelles informations si on en a et nos avis respectifs. Il y a certains qui se sont plaints qui n'arrivaient pas à se connecter là. Ah, je Donc, vois. ils ne savent pas qu'il faut aller sur Google Meet, hein. Ils vont sur Google, oh, c'est sur Google Meet. Ou bien Ouais, utiliser le lien que vous avez envoyé dans le WhatsApp. ouais, Voilà. Voilà. Peut-être qu'il faut faire juste une petite vidéo là-dessus pour, ouais. Pour leur montrer comment se pour, connecter. pour leur dire comment il faut le faire. OK. OK, donc je crois qu'on va arrêter la réunion. Merci beaucoup d'avoir participé et vivement, on se retrouve samedi prochain. Ok, merci. Merci à vous. Ok, merci. Bonne soirée. À vous aussi. Allez, au revoir, merci et bonne soirée. Ciao. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.